On va continuer, on va d'ailleurs parler avec vous, Stéphane, et nos autres invités de la prochaine thématique des forêts tropicales aux forêts boréales. Et j'invite Brigitte Muche à me rejoindre, Marc-André Sellos et Francis Allais. Voilà, venez nous rejoindre. Et bonjour à toutes et tous. Alors, Brigitte Muche, vous pouvez vous installer ici. Bonjour à vous. Vous pouvez prendre un micro si vous voulez. Et Marc-André qui arrive sous vos applaudissements. Oui. Brigitte Muche, vous êtes coordinatrice nationale des ressources génétiques forestières à l'ONF. Oui, c'est bien ça. En quoi consiste votre travail exactement ? Alors, mon travail consiste à s'intéresser aux différentes espèces forestières et à essayer de trouver les meilleures combinaisons et pour la forêt du futur, pour la forêt de maintenant et la forêt du futur, et aussi conserver toute leur diversité génétique dont on a parlé un petit peu hier, et je pense qu'on en reparlera encore longtemps. Et vous avez quel dispositif pour conserver tous ces éléments ? Alors, on a des banques ? Alors, on n'a pas de banque. On n'a pas les graines forestières ne se conservent pas toutes très bien, donc les conserver au froid, c'est pas forcément une bonne solution toujours. Donc, la meilleure conservation, c'est la forêt, tout simplement. Donc, une gestion qui en prend soin, c'est déjà le premier dispositif, une gestion durable. Et puis ensuite, on a des structures, des réseaux dédiés à la conservation de ces ressources génétiques, donc pour différentes grandes espèces en forêt tempérée, pas encore en forêt tropicale, mais ouais. On est en train d'y réfléchir. Et ça nous permet de conserver ces ressources pour la biodiversité, puisque c'est un élément de la biodiversité aussi. Et donc pour imaginer la forêt de demain aussi. Et aussi pour imaginer la forêt de demain. Marc-André Sellos, vous êtes le président de la Fondation Fédération Biogé, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Francis Allais, botaniste, dendrologue. Francis, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, c'est quoi un dendrologue ? Je ne suis pas dendrologue. Oh bah, comment ça se fait ? Non, un dendrologue, il ne s'occupe que des arbres. Ah oui. Tandis que moi, ce qui m'intéresse, c'est la flore en général, et notamment le passage entre les arbres et les herbes. Mais un dendrologue, c'est quoi alors quand même ? C'est quelqu'un qui ne s'occupe que des arbres. Voilà. Les arbres dans tous leurs aspects, je ne le fais pas. Stéphane Rostin, donc toujours avec nous, archéologue. D'ailleurs, Stéphane, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on est à distance. Mais si vous avez envie de participer à la discussion et d'ajouter quelque chose aux propos que vous entendrez, n'hésitez pas. On est vraiment en prise directe avec vous pour vous donner la parole. Francis, je lève la main dans ce cas-là. Ou comme vous voulez, ouais. Marc-André Sellos, est-ce que d'abord vous pouvez nous dire l'idée autour de cette discussion entre les forêts tropicales et les forêts boréales ? Alors, moi je suis loin d'être un expert des forêts tropicales, mais j'y ai travaillé quelquefois, surtout les forêts dites néotropicales, celles d'Amérique. Et ce qui est vraiment frappant, effectivement, c'est la diversité des arbres. Ça, c'est un paradoxe qui avait été observé très très tôt, c'est que, souvent on dit chaque espèce occupe une niche écologique et il y a autant d'espèces que de niches écologiques. Quand on voit que sur 1 hectare de forêt à Bornéo, il y a jusqu'à plus de 600 espèces d'arbres, alors qu'on ne voit pas 600 niches, on se dit soit qu'on n'imagine pas exactement par quel détail les niches écologiques diffèrent, soit qu'il y a un problème. Et ce problème, il y a une solution qui a été proposée dans les années 70 par 2 écologues indépendamment, Janssen et Connell, qui ont dit, en fait, ça se trouve, quand un adulte s'installe, il recrute plein de maladies qui empêchent, notamment des maladies du sol, et on sait maintenant que ce sont des champignons surtout, qui empêchent les adultes, les germinations de se développer. Du coup, une espèce qui partage la même niche, il n'y a pas de compétition, puisque une fois qu'il y a eu un individu de l'autre espèce, il ne peut plus y avoir d'autres individus de cette espèce qui s'est installée, et les ressources restent disponibles pour une autre espèce qui utiliserait les mêmes ressources, à condition bien sûr que les parasites soient spécifiques de chaque espèce. Et comme ça, on arrive à cette idée qu'il y a peut-être plus d'espèces que de niches. Ça a été validé depuis, et on sait que les champignons pathogènes du sol sont un des agents majeurs qui fait que rapidement, quand une espèce s'installe quelque part, elle ne peut pas s'installer, et donc il y a de la place pour plusieurs espèces différentes à l'intérieur de la même niche. Alors vous allez me dire, ça contraste avec nos forêts tempérées, qui elles sont des forêts où on compte qu'il y a 400-450 espèces d'arbres en Europe,
au total, si on compte les introduits, 450. Et du coup, on est un petit peu étonné de voir que ce n'est pas très divers chez nous. Alors évidemment, le sylviculteur contribue à choisir plutôt le chêne ici ou plutôt le hêtre là, mais même quand on regarde des forêts subspontanées, la diversité n'est pas au rendez-vous. Et là, en fait, chez nous, il y a une différence. C'est que vous comprenez bien que l'arrivée d'une espèce recrute aussi ses auxiliaires. Mais visiblement, sous les tropiques, le fait de recruter des champignons mycorhiziens dont on parlait hier, ou des bactéries qui aident les racines à se développer, ce mécanisme-là sous les tropiques, il n'est pas suffisant, il est moins puissant que le recrutement des maladies. Donc, sous les tropiques, quand une espèce est là, en quelque sorte, elle ne peut pas être plus là ensuite. Chez nous, ce n'est pas les mêmes champignons mycorhiziens. J'évoquais d'ailleurs dans mon topo le fait que quand on avait amené des pins sous les tropiques, ils ne germaient pas. Enfin, ils germaient plutôt, mais ils ne survivaient pas parce que ce n'est pas les mêmes champignons mycorhiziens chez nous. Or, chez nous, il semblerait que ces champignons mycorhiziens, qui sont les russules, les amanites ou les bolets de nos forêts, sont beaucoup plus efficaces pour aider. Et j'ai montré d'ailleurs des diapos hier pour ceux qui étaient là sur l'effet dit pouponnière. En fait, chez nous, quand un individu, une espèce s'installe, il recrute bien sûr des auxiliaires, bien sûr des parasites, mais l'effet des auxiliaires est plus important que celui des parasites. Du coup, quand un chêne est installé, les chênes s'installent plus facilement autour et du coup, la niche écologique est très vite blindée. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui exploiterait les mêmes ressources. Donc chez nous, le principe dit d'exclusion de niche, une niche écologique, une espèce fonctionne à plein. Il n'y a pas tant de niches écologiques que ça, donc il n'y a pas tant d'espèces. Et chez nous, en fait, on est à l'inverse des tropiques, à l'inverse de ce que Janssen et Collen l'avaient décrit. Sous les tropiques, vous accumulez les ennuis et du coup, vous ne pouvez pas proliférer localement. Chez nous, vous accumulez les auxiliaires et il est plus facile de proliférer localement. Cet effet Janssen-Collen, il est positif sous les tropiques et inversé dans nos régions. Il est l'un des déterminants, mais ce n'est pas le seul, on en reparlera. Parce que c'est vrai qu'il y a ce gradient de diversité qui était évoqué, on le voyait dans une diapositive de Stephen d'ailleurs, entre les tropiques et les latitudes tempérées. Mais finalement, c'est marrant pour moi, qui étudie la microbiologie des sols, de voir que les sols sont des acteurs majeurs et leur microbiologie est un acteur majeur dans ces différences de diversité biologique entre ces forêts. Ça paraît assez contre-intuitif finalement ce que vous nous dites quand on observe les forêts tropicales avec cette diversité foisonnante. C'est contre-intuitif en quel sens ? Vous dites qu'il y a moins de prolifération dans les forêts tropicales par rapport aux forêts tempérées, donc on pourrait imaginer qu'il y ait beaucoup plus de diversité quand même. Oui, alors le fait de pouvoir pousser la richesse du milieu et la diversité d'espèces, c'est une relation assez complexe, dans laquelle d'ailleurs les milieux les plus pauvres souvent finissent par avoir plus de diversité. Typiquement, un des hotspots de diversité qui n'est pas tout à fait forestier, c'est l'Australie de l'Ouest. Bon, il n'y a rien à bouffer. Ça fait partie des sols les plus pauvres en phosphore du monde. Et pourtant, il y a une diversité absolument extraordinaire. Donc, la diversité n'est pas forcément reliée à la richesse nutritionnelle de façon absolue, mais quand c'est pauvre, il y a plus de diversité. Et ça, c'est un facteur qui fait que peut-être les sols tropicaux sont, dans certains cas, plus propres à porter de la diversité. Mais l'idée, c'est que la diversité, elle est aussi le produit des interactions biologiques qui se cachent derrière. Et l'un des déterminants de cette hyperdiversité tropicale, c'est le rapport des effets entre les maladies et les auxiliaires, qui est en faveur des maladies sous les tropiques et en faveur des auxiliaires dans les zones tempérées. Brigitte Muche, alors là-dessus, sur la diversité précisément entre forêts tropicales et forêts tempérées. Oui, la vraie différence, c'est quand vous allez dans une forêt tropicale, chaque arbre que vous allez rencontrer, finalement, il est différent. Sur exactement ce que vient de dire Marc-André. On a des arbres, des espèces, des familles, des genres qui se côtoient, qui sont complètement différents. En forêt tempérée, c'est beaucoup moins le cas. On a des forêts qui sont, on en a parlé hier, qui sont relativement monospécifiques. Alors, ça peut être dû à l'action de l'homme, mais pas que. Il y a des espèces qui excluent aussi les autres, soit par drageonnage, donc elles se reproduisent par les racines, soit parce que elles partagent pas, et que sous leur ombre, c'est pas facile de se développer. Et puis il y a quand même des forêts qui sont dans le milieu tempéré, qui sont relativement, même très diversifiées, c'est-à-dire que pied à pied, vous allez trouver plein d'espèces différentes. Je pense à une forêt que j'ai visitée cet été, qui est une forêt georgienne, qui est un hotspot de biodiversité. Vous retrouvez toutes les espèces
alors pas toutes les espèces, tous les genres, je dis des bêtises, tous les genres que vous avez ici en forêt française, c'est des espèces un petit peu différentes, hein, donc c'est pas le chêne exactement qu'on connaît, hein, mais ça reste un quercus. Et alors là, pied à pied, ou presque, vous avez des mélanges. Donc il y a des choses qui sont aussi possibles sous d'autres latitudes. Mais comment on l'explique alors ça justement, ce phénomène-là? Vous dites ce hotspot dans cette forêt georgienne. C'est vraiment un hotspot de biodiversité qui est dû à l'histoire des forêts. Alors, on a parlé ce matin des forêts, mais on n'est pas allé jusqu'à nos dernières glaciations qui ont fait que les arbres qui étaient présents sur nos territoires ont migré vers des zones plus favorables lorsqu'il y a eu les dernières glaciations, et se sont retrouvés dans des refuges. Premièrement, donc dans ces refuges, on a énormément d'espèces, et des espèces qui, des fois, y sont restées, malgré les réchauffements climatiques. Après les dernières glaciations, les arbres ont migré vers le nord et continuent même encore à migrer, même si on n'avait pas eu ce changement climatique, ils auraient continué à migrer, on le voit. Mais dans ces zones, on a eu et reste cette diversité spécifique qui est absolument magique et qui est très riche, enfin vraiment dans tous les sens du terme. Ça reste un phénomène exceptionnel à l'échelle de ces forêts tempérées ou Alors non, je parlais de la Géorgie, hein, parce que c'est vraiment connu, et bien décrit par Vavilov il y a un certain nombre, il y a un siècle dernier, mais vous avez la même chose en Espagne, vous avez la même chose en Italie, dans les Balkans, et ça a été très bien décrit par les équipes de l'INRAE de Bordeaux, qui ont montré comment ces processus s'étaient passés, et on a cette diversité qui est présente en Europe dans certaines zones. Donc tout n'est pas perdu, Francis Allais, finalement. On a aussi, dans ces forêts, quelque chose aussi qui offre beaucoup de diversité. Donc il n'y a pas que les forêts tropicales non plus. Je crois que le moment est venu que je fasse un schéma global de la biodiversité sur cette planète. Le maximum, c'est l'équateur, de très très loin. Les tropiques, c'est encore extrêmement riche. Ça diminue en allant vers le nord, ça diminue également en allant vers le sud. Et quand on s'approche des cercles polaires, il ne reste plus grand-chose, il y a pratiquement plus d'arbres et de moins en moins d'herbes. Et puis après, si on se rapproche encore plus des pôles, il n'y a plus de biodiversité végétale, en tout cas, ou alors quelques lichens. Bon. Voilà, ça c'est le schéma général. Les zones les plus riches en espèces, voilà, c'est sous l'équateur. Mais alors cette diversité, on l'explique par quoi précisément? Pourquoi à l'équateur précisément on a cette diversité, cette richesse? Parce que les groupes animaux et végétaux sont originaires de ces régions-là. C'est là qu'on trouve les ancêtres. Et alors le Gabon, par exemple, ou les États malais du nord de Bornéo, ça c'est les forêts les plus belles et les plus riches qu'on puisse imaginer. Stéphane Rostin, est-ce que vous voulez apporter un élément sur cette question? Oui, parce que ce que dit Francis est très pertinent, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une richesse de vie, même si cette vie tue l'humain parfois, de vie sous les tropiques qu'on a longtemps négligée et qu'on a longtemps su ne pas voir, puisqu'on a toujours regardé les tropiques finalement comme des réservoirs de produits qui nous servent, comme les grumes, les animaux. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un film, le premier film tourné en Amazonie en 1910, qui a été perdu pendant un siècle et qui a été retrouvé. Et on voit à Manaus et sur le Putumayo les chargements, par exemple, de peaux de jaguar. Alors, ce ne sont pas des dizaines de peaux de jaguar, ni des centaines, ce sont des milliers. On s'est servi de garde-manger, de garde de minerais divers de cette forêt. Et elle reste pourtant encore là, même si on l'a énormément affaiblie. On a détruit la biodiversité en plantant et en faisant des pâturages, en plantant des monocultures. En revanche, avant ça, d'abord les animaux, la mégafaune a probablement
favoriser la dissémination. Ensuite, évidemment, les animaux, la dissémination. Et comme je le disais, les autochtones. Et de façon, j'ai juste pris l'exemple des enfants qui le font un peu inconsciemment, mais les adultes, eux, ont favorisé des forêts culturales, notamment les Kayapos. On a des exemples très précis de la façon dont ils ont fait des îlots culturaux dans la forêt avec des plantes, que ce soit le cacao, de faire des micro-concentrations de cacao, d'autres plantes. On s'est aperçu que le long des chemins autochtones, il y a beaucoup de chemins, ils sont des grands marcheurs, on parle toujours de l'autochtone qui navigue sur sa pirogue. En réalité, ils sont avant tout des marcheurs, et le long de tous les chemins, on plante énormément d'espèces, alors pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour la pharmacopée, pour le bois de chauffe ou le bois de construction. Énormément, on favorise énormément. C'est une attitude qui commence avec les premières populations nomades. Hein. Les nomades, qui, comme on le sait, vont pas toujours à l'aventure, mais reviennent sur des spots et ont planté auparavant de l'ananas ou différentes plantes qu'ils vont pouvoir récupérer à leur prochain passage 1 ou 2 ans après. Donc cette biodiversité est évidemment naturelle à la base, mais a été favorisée par les habitants de la forêt. Et c'est la même chose en Afrique, c'est la même chose ailleurs. Finalement, c'est depuis qu'on a mis la main sur ces forêts tropicales qu'on a peut-être réduit drastiquement, dans certains cas, la biodiversité. Marc-André Sellos. Je m'excuse de revenir un tout petit peu en arrière sur ces histoires de gradient. Alors Francis expliquait très bien qu'il y a toujours eu des climats tropicaux, donc la diversité tropicale, elle est peu mise au défi de survivre par des changements climatiques. Et c'est vrai que quand il y a des changements climatiques, des glaciations, ça se passe plutôt à latitude élevée. Donc là, il y a des espèces qui disparaissent, il y a de la reconquête, il y a des espèces qui disparaissent. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que... Alors, moi, j'ai toujours enseigné ça, jusqu'à ce que sorte l'idée que pour certains groupes de champignons, notamment les champignons associés aux racines des plantes, les fameux champignons qui font des mycorhizes et qui sont notamment des auxiliaires des arbres, eh bien, en fait, le gradient, il n'est pas du tout pareil. Il y a moins d'espèces dans les tropiques, plus d'espèces dans la zone tempérée, et bien sûr, quand on arrive dans des zones boréales, là, il y en a moins. Enfin, il faut vraiment monter haut pour qu'il y en ait moins. Quand vous êtes dans la toundra, il y en a encore beaucoup. En fait, on n'a pas du tout sur les groupes microbiens les mêmes tendances. Ce qui nous prépare aussi à l'idée que quant à l'interaction entre les champignons et les plantes, on aura des tendances différentes sous les tropiques, faible diversité fongique, enfin faible, il y a quand même du monde, hein, mais faible diversité fongique, grande diversité de plantes, versus les zones tempérées, on a une grande diversité de champignons et une plus faible diversité de plantes. Voilà, donc c'est pour dire que, bien que cette explication soit tout à fait pertinente, et elle explique que quand on arrive au pôle, finalement, il n'y a plus de champignons mycorhiziens, de toute façon, il n'y a plus de plantes, il y a quand même des choses qui se passent qui sont d'un autre ordre et d'une autre dynamique, notamment quand on est dans le sol, où, je vous le rappelle, c'est pas pour rien qu'on met dans le sol nos fromages à vieillir, nos vins à vieillir. Les conditions climatiques sont quand même, et la disponibilité en eau sont quand même un peu tamponnées, et donc les effets climatiques sont un peu atténués. On a des lieux où on a une sorte de bon équilibre entre les champignons et les plantes, entre leur diversité. Marc-André, vous dites qu'il y a toujours soit plus de champignons et moins d'espèces. Est-ce qu'on arrive à avoir des sols finalement où on retrouve une certaine balance équivalente? C'est dur à dire parce qu'en fait, de toute façon, on n'est pas sur les mêmes nombres d'espèces. Hein. On a toujours un facteur 10 ou 100 pour les champignons. Mais en plus, pour ne rien vous cacher, l'histoire est encore plus compliquée. Parce qu'il y a dans les forêts tropicales des taches de forêts que l'on appelle monodominantes. C'est-à-dire des forêts où il y a une espèce qui représente 90% de la canopée ou un groupe de 5-6 espèces. C'est le cas notamment des forêts de diptérocarpacées et de fagacées d'Asie du Sud-Est. Et en fait, dans ces spots tropicaux, quand on regarde qu'est-ce qu'il y a sur les racines de ces plantes, on trouve les champignons de la zone tempérée. C'est-à-dire que c'est des îlots de forêts qui, bien qu'étant sous les tropiques, fonctionnent comme les forêts tempérées. Ce qui fait que l'histoire qui commence à émerger, c'est qu'il y a deux dynamiques, et puis elles émergent un peu n'importe où, et peut-être que c'est juste par chance que la dynamique, peu de champignons auxiliaires, beaucoup de champignons parasites émergent plutôt sous les tropiques, et plus fréquentes sous les tropiques, et que la dynamique, beaucoup de champignons mycorhiziens, peu d'espèces d'arbres
mais des espèces des champignons qui favorisent ces espèces d'arbres émergent en zone tempérée. Parce que si vous allez en zone tempérée maintenant dans les prairies, désolé, on sort du sujet, les prairies des zones tempérées fonctionnent comme les forêts tropicales. Beaucoup d'espèces, pas du tout les champignons forestiers, mais les champignons venus des tropiques. Donc nous aussi, on a des îlots qui fonctionnent avec un effet Janssen-Connell qui favorise une diversité énorme, plus qu'attendue, c'est dans les prairies. Okay, donc finalement, on est sur une mosaïque globale de 2 dynamiques, et peut-être que c'est juste un peu par chance que dans nos forêts, on a plus souvent une dynamique qui favorise peu de diversité d'arbres, et dans les forêts tropicales, une dynamique qui favorise beaucoup d'espèces. Je suis désolé, c'est compliqué, mais Oui, c'est un c'est ce jeu que à 2 bandes. Hein. C'est ce que j'allais vous dire, Brigitte. Il y a de quoi en perdre son latin quand même, un petit peu, non? Il y a de quoi en perdre son latin, mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est qu'on a toujours tendance à opposer un petit peu les forêts tropicales, les forêts tempérées. Mais là, quand je vous écoute, hein, je me dis que finalement, c'est peut-être un mix des deux. Hein, en point de vue des champignons, dès qu'il y a moins de diversité, on a les champignons qui sont plutôt de pays tempérés. Dans mes prairies, j'ai plutôt du tropical. Et donc finalement, c'est peut-être pas si différent que ça. Puis il y a une part d'aléatoire dans la distribution des espèces et des types d'interactions. Qu'est-ce que vous en pensez, Francis? Il n'y a peut-être pas tant de différences que ça, ou Stéphane Rostin, si je vous ferai réagir là-dessus. Elles entre sont les gigantesques, les différences. Ah bah, il me semble quand même, non? Quand on vous entend. Mais je vais d'abord appuyer. Je te donne un autre exemple qui contredit ma l'attitude très stricte. Les algues marines. Elles sont beaucoup plus abondantes à nos latitudes tempérées que dans les tropiques. Et elles sont beaucoup plus grandes en plus. Et si tu te rapproches encore plus des pôles, il y a encore plus d'algues et elles sont encore plus grandes. Donc voilà, il y a des domaines comme ça où ça ne marche pas. Mais dans le milieu terrestre, je crois que la forêt tropicale et la forêt tempérée, s'il faut vraiment... C'est un très vaste changement d'échelle. Mais plus que ça, parce qu'il y a des quantités de groupes qui sont nés sous les tropiques et qui y sont restés. Et donc on ne les trouve pas ici. Oui, parce que vous nous en parliez hier de l'échelle, justement, entre une espèce en forêt tempérée, vous disiez on en trouve 100. Ah, les chênes, ça me fait marrer les chênes, excuse-moi. C'est le symbole de la forêt d'Europe. Ouais. Mais c'est un groupe tropical, typiquement. D'ailleurs, les chênes, oui. C'est facile de voir que dans l'année, ils ne poussent pas une fois, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça, c'est typiquement un comportement de groupe tropical. L'origine des fagacées, et il y en a 2 dans les tropiques. Il y a le Mexique et le Nord Bornéo. Stéphane Rostin, il faut voir les choses avec finesse alors finalement, hein, parce qu'on a souvent tendance à vouloir caricaturer un peu les choses, opposer les choses. On voit que c'est quand même plus subtil et complexe hein, entre ces 2 types de forêts par exemple. Oui, de forêt et puis même l'habitat lui-même. On se concentre là sur les forêts, mais si on regarde de façon plus globale, les paysages varient énormément sous les tropiques. On n'a pas toujours une forêt monolithique. On a des forêts qui alternent avec des savanes inondables, avec des élévations rocheuses, des plaines alluviales. À vrai dire, la forêt elle-même, et notamment celle d'Amazonie, est très diverse et forêt est un nom générique qui ne s'applique pas à l'ensemble de ce qu'on voit. Il y a vraiment une diversité de paysages assez forte, tout comme il y a une diversité induite, voulue par les humains, une diversité culturelle extrêmement forte qu'on va retrouver d'ailleurs. On va retrouver cette caractéristique d'extra-diversité en Afrique où regardez en Iran-Jaya où il y a 2000 langues qui sont parlées. On va retrouver sous les tropiques, en effet, toujours cette méga diversité qui s'auto-alimente quelque part. Le fait qu'il y ait énormément de diversité facilite la prolifération de cette diversité. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble des habitants de la dite forêt, de ce milieu, en tout cas équatorial tropical, pour prendre la dimension de... et c'est parler d'une Amazonie, par exemple, m'énerve de plus en plus, puisqu'il y a plusieurs Amazonies. Ouais. Quand on parle de l'Europe, c'est une espèce d'idée globale, mais en réalité, chaque
chaque région d'Europe se différencie des autres. Il faut voir la même chose sous les tropiques. On ne peut pas parler de... Quand on dit l'Afrique centrale, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Brigitte Mu, je crois que vous êtes Oui, totalement d'accord avec ça. Oui, totalement d'accord avec ça. Ne serait-ce que, regardons la France, hein. Au niveau des climats, on a de l'Atlantique, hein, du semi-continental, du montagnard, du méditerranéen. Rien qu'à cette échelle, et on le sent bien, on est à la croisée de chemins et de paysages, hein, et au niveau de l'Europe, hein, je rejoins complètement Stéphane, il dit, voilà, on a un ensemble de paysages, et la forêt boréale en Finlande, en Suède, n'a rien à voir avec la forêt qu'on peut trouver en Andalousie. Donc on a vraiment cette mosaïque, et c'est ça, sa richesse, en fait. C'est cette mosaïque, et il faut... Alors, vous parliez d'échelle tout à l'heure, hein, et je crois que c'est intéressant aussi. On est sur des échelles qui sont totalement différentes. On ne va pas comparer la France à l'Amazonie, ça n'a aucun sens, hein. Nos forêts françaises à la forêt amazonienne, hein. Vu les échelles et les différences qu'il y a, il faut regarder ça d'un peu plus haut. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que là, on parle de forêts tempérées, mais en France, on n'a pas que des forêts tempérées. On a la Guyane, hein, où on a une belle forêt amazonienne, mais on a aussi des forêts à La Réunion, où c'est encore un autre système de forêt, un autre type de forêt, ou aussi Guadeloupe, Martinique, et qui sont elles aussi des zones avec énormément de biodiversité qu'il nous faut à la fois préserver et apprendre à connaître, comment elles fonctionnent. Concernant les puits de carbone, Marc-André Sellos, il y a peut-être aussi quelque chose à dire sur le stockage. Est-ce qu'il y a une différence entre les différentes forêts ou pas? Alors, toutes sont des puits de carbone dans la mesure où la photosynthèse prend du CO2, et donc, si la forêt grandit, bon, bah, ça fait de plus en plus de carbone qui est pris dans le CO2, et même si elle ne grandit pas, c'est une réserve de carbone, parce que tout le CO2 qui a été piégé, bon, une forêt finit par ne plus grandir. Il y a un stade où ce qui meurt et ce qui se décompose en émettant du CO2, parce que les organismes qui attaquent ce qui meurt et qui se décompose respirent. Ce qui se décompose donc équilibre ce qui est pris dans l'air. Donc une forêt dite à l'équilibre, elle a un bilan nul. On pourrait en discuter pour l'Amazonie d'ailleurs. Mais elle reste quand même un stock de carbone. Alors où est ce stock de carbone? Dans les forêts tropicales, il est dans le vivant. La matière organique qui tombe, tu l'évoquais hier, d'ailleurs, elle va être assez vite dégradée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces sols sont pauvres, mais il y a toujours un peu d'azote et de phosphate à prendre, parce que c'est ce qui vient de tomber et qui se dégrade, donc tout est en flux. Il n'y a pas beaucoup d'azote et de phosphate dans le sol, mais tout ce qui retombe au sol se décompose vite et est repris. Donc il y a peu de réserves de carbone dans les sols. Il y en a, mais il y en a peu. Dans les zones tempérées, les sols, par contre, stockent énormément. J'entendais que pour les sols, je lisais que pour les sols français, l'augmentation d'ailleurs de fixation de carbone dans le sol, c'est du 2,5 à 3 pour 1000 par an. Oui, c'est énorme. On oublie, hein, oublie ce facteur sol et combien il capte le carbone. Et ça, c'est un élément essentiel qui doit être pris en compte dans la gestion. C'est combien le sol est important pour notre fixation de carbone et nos rejets, en fait, hein. Il ne faut pas oublier ce compartiment-là. Chez nous, la matière organique se décompose lentement dans les sols forestiers, d'autant plus qu'on a gardé des forêts là où les sols n'étaient pas riches, et ça implique notamment des mécanismes de décomposition très lents. Et cette décomposition très lente fait stock, et comme aujourd'hui il y a plus de CO2 dans l'air, il y a plus de photosynthèse, il y a plus de matière qui arrive au sol, et on a ce plus 3 pour 1000 par an. Alors, ce qui est assez intéressant, et on va revenir aux champignons, c'est qu'en fait, on découvre de plus en plus qu'une contribution importante au stockage, alors, il y a deux raisons pour lesquelles ça se décompose peu. La première, c'est que chez nous, il y a énormément de tanins et de métabolites secondaires dans les feuilles qui tombent. Et ça, c'est des choses qui protègent les feuilles des maladies, mais ça fait qu'elles ne sont pas très comestibles pour les microbes du sol qui les attaquent pour les décomposer. Donc la décomposition est rendue lente par la présence de ces composés antimicrobiens. Mais il y a une autre chose, et qui stocke jusqu'à, tenez-vous bien, 70% du carbone dans les forêts boréales, c'est qu'il y a des réactions qui se font entre les tanins venus des végétaux et la chitine, qui est la molécule qui... Alors c'est ce qu'il y a aussi dans les carapaces des crabes et des crevettes que vous mangez. Notamment, vous savez, il y a des zones articulaires où c'est mou.
Hein, alors, partout, il y a du calcaire qui est déposé, mais il est déposé sur de la chitine. Et dans les zones molles, vous avez de la pure chitine, dans les zones molles des articulations des crustacés. Et cette chitine, elle réagit avec les tanins pour faire des composés très très durs à attaquer par la suite et très stables. Et ce mélange de matières végétales et fongiques dans les forêts boréales représente jusqu'à 70% du carbone stocké. Donc, non, on a des forêts qui stockent, mais elles stockent aussi bien sur pied par les arbres que dans les sols. Et ça, c'est encore une différence importante, même si c'est à la louche, parce que si vous allez en Asie du Sud-Est, dans les forêts à diptérocarpacées, qui sont exceptionnellement des forêts de type tempéré, mais situées sous les tropiques, vous allez retrouver une logique de stockage de carbone de type tempéré. Hein. On va passer aux questions, parce que le temps file, et on aimerait bien vous entendre, donc oui. On va pouvoir vous passer le micro et pour pouvoir justement rebondir, réagir à ce que vous venez d'entendre. Est-ce que vous avez des questions particulières? On va vous passer les micros. Voilà. On en a ici, hein. De toute façon, vous pouvez... Ah ouais. Alors, qui souhaite commencer? Qui veut lancer? Monsieur, bonjour. Oui. Par rapport à la première intervention sur le rôle de l'anthropisme et de le façonnement humain de l'Amazonie, nous sommes en Normandie et les Normands ont été parmi les pionniers de la découverte de l'Amazonie et en particulier du bois du Brésil, du Pernambouc. Ce qui a pu les surprendre, qui a pu leur faire penser que c'était une forêt vierge, c'est l'opposition entre la forêt en Normandie ou en France en général, parce que la forêt était extrêmement humanisée chez nous. Il y avait, avec les droits d'usage, la forêt était finalement le prolongement des zones cultivées de chaque agglomération, de chaque village. Et lorsqu'ils sont arrivés donc en Amazonie, on va dire, eh bien, d'une part, cette forêt gigantesque les a énormément surpris avec toute cette diversité, et puis le fait qu'avec les virus, comme vous l'avez expliqué, cette forêt semblait déserte. Il n'y avait pas d'hommes, il leur semblait qu'il n'y avait plus... Eux, ils n'auraient pas dit plus, vous l'avez expliqué, mais il n'y avait pas d'humains dans cette forêt, apparemment, et ça contrastait terriblement avec nos forêts totalement anthropisées depuis le Moyen-Âge jusqu'en gros à l'époque romantique où la forêt redevient un espace sauvage, apparemment. Stéphane Rostin, est-ce que vous voulez réagir Oui, là-dessus? oui, c'est vrai. À vrai dire, cette forêt était déjà en partie dans certaines portions gérées par les autochtones, mais ça, on n'a pas voulu le voir. Ça nous a servi d'argument, et d'ailleurs en Amérique du Nord aussi, puisque vous ne cultivez pas cette forêt, on se l'approprie. Et nous, vous allez voir, on sait y faire. Ça a été vraiment l'argument majeur pour confisquer les terres, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, puisque récemment, un juriste, Kalina, dénonçait le fait qu'on reprochait aux autochtones de ne pas avoir cultivé, enfin les Kalina de Guyane, de ne pas avoir cultivé les alentours, donc finalement aucun droit de réclamer la propriété collective de ces forêts, alors qu'on leur avait interdit de cultiver. Et ils disaient, à un moment, il faut arrêter cette espèce de pantalonnade, parce que c'est le problème juridique de la forêt et des terres en Amazonie est quand même assez proéminent. Et c'est vrai qu'on n'a pas voulu voir, on n'a pas su voir, comme je disais, l'agroforesterie était très importante en Amazonie jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore plein de populations sédentaires qui vivent d'agroforesterie, sauf que c'est très discret, c'est tellement intégré dans la forêt que c'est pas très visible, que certaines espèces ont été plantées au milieu d'espèces sauvages ou non domestiquées, et donc c'est ce foisonnement qui a un peu caché qui a un peu caché l'action humaine qui était là. Et c'est vrai que les premiers occidentaux à pénétrer dans la forêt, d'ailleurs, ne savaient pas nommer les arbres. Tous les noms qu'on a de hêtres, de chênes, qu'on a donné à la forêt
aux arbres de la forêt tropicale, c'est parce qu'on comparait ces arbres avec les nôtres et ça ressemblait un peu à un être, donc on va lui donner ce nom et c'est pour ça qu'on va retrouver toutes sortes d'arbres qui ont le même nom en forêt. C'est vrai que la nomenclature n'est pas facile sur les forêts tropicales. Oui, puis il y a aussi une chose qui a été négligée pour les raisons un petit peu programmatiques que tu disais, hein, mais il y a aussi des premières découvertes qui nous racontent une Amazonie peuplée. Quand Caspar de Carvajal, donc, qui est un franciscain, je crois, hein, accompagne Orellana dans la descente de l'Amazone, c'est une partie de l'équipe de Pizarro qui s'égare, hein, et puis bon, ils se disent on va descendre le fleuve pour retrouver Pizarro, et ils se retrouvent à partir des Andes vers en fait l'Atlantique, et à être les premiers Européens à explorer un fleuve de l'amont vers l'aval. Et il décrit dans ses chroniques qu'il a publiées et qui ont été pris pour une vaste galéjade, à la fois parce que quand on est revenu, il n'y avait plus personne et parce qu'on n'avait pas envie qu'il y ait quelqu'un. Il décrit des rives extrêmement peuplées, des attaques par des pirogues chargées de 50 personnes, enfin voilà. Et il a décrit une Amazonie peuplée. Et de la même façon, en Guyane, les premiers Espagnols sont étonnés de découvrir des routes. C'est pour ça que finalement, cette forêt, elle n'était pas si sauvage que ça pour les tout premiers. Ils sont étonnés de découvrir des routes où, disent-ils, on peut chevaucher à 6 chevaux de front. Donc les premiers arrivants ont pu voir ces civilisations. Maintenant, ensuite, ça a été nié et c'était plus visible pendant quelques temps. Alors Carvajal n'a pas eu de chance parce que c'est vrai qu'ils avaient laissé leur chef en amont, sur le Napo en Équateur, pour aller chercher de la nourriture, parce que tous les autochtones refusaient de leur donner de la nourriture, donc ils commençaient vraiment à mourir de faim. Et on a envoyé 60 soldats chercher en aval, on leur a construit une barque et ils sont allés chercher de la nourriture, sauf qu'avec le courant, ils ne pouvaient pas remonter. Et naviguer à voile sur des rivières qui ne sont pas si larges que ça, c'était impossible. Donc ils sont allés de l'avant, mais en faisant ça, ils ont abandonné, ils ont déserté, ils ont abandonné leur chef, donc le cousin de Pizarro, sur le Napo, et ils sont retournés en Espagne un peu la queue basse, sachant que risquaient leur tête. Et on a tout de suite dit dans la cour, ce que vous dites, ce que vous écrivez, les descriptions de grandes villes sur l'Amazone, c'est faux, c'est pour justifier votre abandon et pour vous sauver la vie. Et ce qui est amusant, ou peut-être un peu triste aussi, c'est que cette suspicion de forfanterie a été maintenue jusqu'aux années 80, 1980. Tous les archéologues pensaient que ce que la cour avait estimé avait raison, et donc Orellana mentait. Et c'est ce qui a aussi maintenu la tête sous l'eau à l'archéologie amazonienne, c'est on partait sur l'idée qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait jamais eu personne, et que ce qu'on voyait aujourd'hui avait toujours existé. On n'a pas fait ça pour la Mésoamérique. On sait que les Aztèques étaient une grande civilisation, de même dans les Andes avec les Incas. Aujourd'hui, on ne va pas comparer les populations mésoaméricaines ou andines avec les populations précolombiennes, alors qu'on le fait systématiquement pour l'Amazonie, parce que l'Amazonie est un réseau incroyable de routes et j'aime à dire que les autochtones sont les sédentaires les plus nomades que je connaisse, parce qu'ils sont toujours sur les routes, et c'était le cas au moment du contact quand il y avait probablement 10 millions d'habitants, hein, c'est ce qui est estimé actuellement, en Amazonie, et ils ont transporté les virus. Et donc des villages entiers mouraient sans avoir jamais vu les Européens. Et quand les Européens ont atteint ces régions, il n'y avait plus personne depuis déjà plusieurs décennies. Et on a finalement tué l'Amazonie avant même de la visiter. Allez, une autre question, monsieur, madame. Oui, monsieur. Bonjour. Oui. Bonjour. Merci encore pour cette conférence qui est, comme les précédentes, passionnante. Ma question, ça concerne la forêt amazonienne dont on a entendu parler il y a quelque temps, qu'elle rejetterait plus de CO2 qu'elle n'en absorberait. Qu'en est-il réellement ? Alors, il y a cette histoire de poumon du globe. On dit souvent que c'est le poumon du globe parce que la forêt amazonienne elle produit de l'oxygène. Alors,
c'est n'importe quoi d'ailleurs, ça montre qu'on est nul en physio, parce que je vous rappelle qu'un poumon, ça produit du CO2 et ça consomme de l'oxygène. Donc c'est Bolsonaro qui a compris ce que c'est qu'un poumon et qui a fait de la forêt amazonienne un poumon du globe, qui absorbe de l'oxygène et qui a fait du CO2. Hein. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, la forêt amazonienne, elle capte du CO2 et très très longtemps, on a dit, elle est à l'équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle ne grandit pas, elle ne rétrécit pas, donc elle fait autant de photosynthèse qu'il y a de respiration. Donc longtemps, on a dit, attention, la forêt amazonienne, elle ne produit pas d'oxygène et elle ne fixe pas plus de CO2. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la garder. Et d'ailleurs, pour fixer les idées, si vous la brûlez complètement par l'esprit, c'était une chronique que j'avais faite dans la Terre au carré il y a... vous consommez 0,035% de l'oxygène terrestre. Autant dire que c'est une paille, vous allez très bien respirer le lendemain, à part les fumées. Par contre, vous augmentez de 20% la teneur en CO2 de l'atmosphère terrestre. Donc il n'y a pas de rôle dans l'oxygène, il y a un rôle dans le stockage du carbone. Et donc on a dit, jusque dans les années 2000, de toute façon, il n'y a pas de production nette d'oxygène, pas de fixation nette de CO2, c'est à l'équilibre. Et puis dans les années 2000, on s'est aperçu que l'Amazone, et notamment des rivières très noires comme le Rio Negro, entraînaient de la matière organique qui se retrouvait piégée dans des sédiments devant l'embouchure de l'Amazone, ce qu'on appelle le deep sea fan, ces gigantesques cônes de débris où il y a de la matière organique qui est enfouie dans la roche, ces cônes de débris, disais-je, qui sont au débouché des grands fleuves. Le phénomène est encore plus fort pour le Brahmapoutre, d'ailleurs, que je vais décrire. Cette matière organique se retrouve en profondeur, dans ces deep sea fans, et elle n'est pas respirée. Donc il y a une sorte d'exportation de matière qui, elle, ne va pas retourner sous forme de CO2 dans l'air. Cette exportation-là fait qu'on estime qu'aujourd'hui, jusqu'à 10% du carbone fixé par l'Amazonie n'est pas restitué sur place par respiration, mais enfoui dans le delta de l'Amazone. Ça reste quand même une contribution mineure en tant que puits de carbone. Pour avoir un vrai puits de carbone lié à un deep sea fan, une fois de plus, c'est surtout le delta du Brahmapoutre qui a l'air d'envoyer du carbone en profondeur à grosse dose. Est-ce qu'on a une dernière question? Toute dernière. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour toutes les interventions qu'on a pu vivre en fait depuis le début. C'est tout à fait passionnant. Et moi, j'ai juste une remarque par rapport à l'interdisciplinarité. Voilà, tout à l'heure, en fait, on a parlé de paysages, on a parlé d'histoire aussi, qui forment les paysages. Et je me disais que peut-être au niveau de la typologie des paysages, il y avait quelque chose à creuser par rapport à la diversité. Et je voulais savoir si c'était un travail qui était engagé. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien, au niveau de l'Amazonie, qui est très différent, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, recenser une diversité de paysages avec la végétation, le sol et les actions anthropiques, de manière à avoir quelque chose de construit, d'utile pour pouvoir nous inspirer pour la suite. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Mais merci, ce sera la conclusion de cette table ronde. Merci Stéphane Rostin, qui était à distance. Merci. Désolé beaucoup. de ne pas être là encore. Mais c'était très bien. On a quand même de la technologie qui nous permet de converser ensemble, c'est le principal. Francis Allais, merci Francis, bon retour. Et puis Marc-André, on se retrouve un petit peu plus tard, et Brigitte Muchet également. Merci à toutes et à tous. À tout de suite, on fait une petite pause. Et on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure, pour parler des villes, les arbres en ville en particulier, et des haies.